Bien, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants, ceux qui sont intervenus ce matin et ceux qui sont intervenus cet après-midi, d'avoir respecté dans le temps qui leur était imparti. Cela va nous donner du temps pour débattre et discuter de la proposition que notre ami Didier, rapporteur donc de ce colloque, va faire tout à l'heure. Mais au préalable, je voudrais donc lire un deuxième message. Ce matin, je vous ai lu le message envoyé par Claudine Ray, des Amis de la Commune de Paris, 1871. Et là, le message donc, la contribution même de Sylvie Bréban, des Amis de la Commune de Paris, 1871, concernant Elisabeth Dimitrieff, l'autre chef de file des femmes de la Commune de Paris. C'est le titre de la contribution de Sylvie Bréban. Lorsqu'on évoque les communardes, une figure écrase toutes les autres, celle de Louise Michel. Sans doute incarne-t-elle mieux une icône hexagonale pour l'imagerie révolutionnaire française. Sans doute aussi, Louise Michel tissa-t-elle elle-même sa légende lors de son procès et de ses écrits de Nouvelle-Calédonie, où elle fut envoyée en relégation. L'institutrice atteindra sa dimension subversive au contact des Kanaks, avec ses réflexions anticoloniales. Pour les compagnons de combat et d'infortune, comme pour l'histoire du mouvement ouvrier, André Léo, théoricienne de la guerre sociale, était sans doute trop intellectuelle. Nathalie Lemel, initiatrice avec Eugène Varlain de la marmite, ancêtre des Restos du Cœur avec un siècle d'avance, trop âgée et discrète. Elisabeth Dimitrieff, dirigeante de l'Union des femmes, l'association la plus importante des communardes, trop impulsive, militaire, trop aristocrate et surtout trop russe. Elisabeth Dimitrieff prit la révolution en marche à la fin du mois de mars 1871, envoyée de Londres par Karl Marx, qui voulait se faire une idée plus précise du mouvement insurrectionnel parisien. Née dans une famille noble de la région de Pskov, partie de Saint-Pétersbourg à l'âge de 18 ans pour mettre en pratique les idées des populistes russes, ceux qui allaient au peuple, entre guillemets, c'était le nom de leur association, ceux qui allaient au peuple, à la suite d'autres jeunes aristocrates de la capitale russe d'alors. Elle avait débarqué chez l'auteur du manifeste du Parti communiste après un séjour dans la Genève révolutionnaire, en quête de toujours plus de réflexion, toujours plus d'action. Elle a 20 ans à peine lorsque les Parisiens s'emparent le 18 mars des canons de Montmartre. Elle ne pense qu'à agir et sa fortune personnelle lui permet de sillonner l'Europe. Elle arrivera à Paris le lendemain de la proclamation de la Commune. Elle y retrouvera d'autres Russes, tels le penseur socialiste Piotr Lavrov ou ses voisines pétersbourgeoises, Anna et Sofia Korfkin-Krokowski, elle aussi en quête d'émancipation. Paris se joue alors des identités et des frontières. Les généraux polonais Dąbrowski et Wróblewski prennent la direction d'une armée de défense militaire contre les Versaillais qui compte dans ses rangs presque toutes les nationalités européennes. L'une des plus magnifiques dirigeantes de la Commune, le délégué au travail, l'un des plus magnifiques dirigeants de la Commune, le délégué au travail Léo Frankel, est un jeune juif de Hongrie, avec lequel Elisabeth se lie étroitement. Ils s'accompagnent mutuellement dans la prise de décision pour faire avancer à grands pas la protection sociale et le droit du travail des femmes. Ils écrivent ensemble, par exemple, un projet d'organisation du travail des femmes, rendu public le 7 mai 1871, alors que les Versaillais sont déjà aux portes de Paris. Le style un peu paternaliste, nous dit Sylvie Bréban, de la jeune aristocrate russe s'y fait sentir. Citation. La Commune doit s'occuper à présent, et avec la plus vive sollicitude, des familles des courageux prolétaires, des braves citoyens qui offrent leur poitrine aux balles versaillaises. Il y a des mères, des femmes, des enfants qui souffrent, mais qui supportent cependant avec héroïsme les misères et les privations. Ces citoyennes, ces mères, manquent de travail et de ressources. L'assistance proprement dite
présente des dangers de notre ordre. Elle tend à entretenir l'oisiveté et à abaisser les caractères. Le but de la Commune de Paris serait atteint par la création d'ateliers spéciaux pour le travail des femmes et de comptoirs de vente pour l'écoulement des produits fabriqués. Elisabeth et Léo Frankel, affrontent de conserve l'adversité lors de la semaine sanglante. Ils échapperont au massacre orchestré par Adolphe Thiers et rejoindront les rives salvatrices du lac de Genève. On sut, par un échange de la correspondance entre Marx et Engels, que le jeune Hongrois se consumait d'amour pour la belle Elisabeth, mais sans espoir de réciprocité. Revenue en Russie, après quelques mois d'errance, Elisabeth disparaîtra de la scène révolutionnaire. L'échec de la Commune la plonge dans la dépression, d'où elle ne se relèvera qu'avec la rencontre d'Ivan Davidovski, l'intendant du domaine de son mari, un colonel bienveillant, épousé en mariage blanc pour les convenances. Elle le suivra avec leurs 2 filles jusqu'en Sibérie. Installée à Moscou, peu de temps avant la révolution d'octobre, sa trace s'y perd, alors même que Vladimir Ilitch salue la Commune de Paris dans un discours vibrant devant le palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Voilà le message, la contribution de Sylvie Vreban, des Amis de la Commune de Paris. Si tu veux vraiment que ça change.